Um, comme chez Valérie, cela est très intéressant et significatif. Le Midi de la France, très romain dans sa conscience du droit, plus romaine enfin que non pas la majeure partie des villes italiennes, même si évidemment Bologne. Mais il vient après. Comme vous avez dit, il regarde Gênes, il regarde Pise. Il y a quelque chose qu'ils peuvent voir qui est différent. Ils pensent, je suppose, nous pourrions avoir un peu de cela. Nous pourrions le prendre. Et le fait qu'ils sont très actifs dans le repensement du droit romain aide. Sur cela, je suis absolument d'accord. Moi, je parlais des villes plus précoces, entre guillemets, ils sont les premiers adopteurs. Et le cas de Bologne est intéressant ici, parce que Bologne, que j'ai étudié après, évidemment, il y a une commune, il y a des conciles, une commune dans les années 20 du 1100, et honnêtement, cette commune n'est pas très active, sauf dans le cadre des guerres pour une génération. Mais c'est évident que la commune est une commune des citoyens du second niveau, du deuxième niveau, peut-être des fois du troisième. Pas le premier niveau, parce que les aristocrates avec les châteaux restent au dehors. Mais il y a un groupe qu'on aurait pu peut-être attendre d'y être, c'est-à-dire les juristes. Ils restent au dehors. Or, des 4 docteurs, nous savons que 2 sont des parents, Bulgaros et Hugo de Porto Ravenati, et ils sont des aristocrates. Ils font partie des capitani de la petite ville de Nonantola. Mais ils sont très actifs en ville, c'est évident, mais ils ne font pas partie du commune jusqu'à les années 50, quand le cadre du commune polonais change. Il y a un podestat beaucoup antérieur à la norme en Italie. Il s'appelle rector. Et quand nous avons un rector qui est un aristocrate, enfin, nous trouvons immédiatement les 4 docteurs autour de lui. C'est-à-dire que les juristes à Bologne ne font partie du commune au moment de sa cristallisation. Et cela est intéressant. Et à Montpellier, 30 ans après, j'imagine que ce n'est pas absolument le cas. Mais à Bologne, oui. Parce qu'ils agissent dans le cadre de l'empereur. Ils sont plus contents à rester avec Henri V, et après ça, avec Barberousse. Ils sont beaucoup plus à leur aise avec les vieux pouvoirs. Donc, dans ce monde précoce, les juristes ne font nécessairement pas partie du monde communal.
seconde chose, deuxième chose, une ville où la situation documentaire change très rapidement et gêne. Et j'ai bien pensé que j'aurais dû parler un peu de plus de gêne. Nous avons déjà à la fin de la première décade, du premier décade du 1100, il y a ces documents de tribunal qui deviennent beaucoup plus communs dans les années 10, plus communs encore dans les années 30. Ils sont différents. Ils sont très, très brefs. Les consuls ont senti cette plainte de part d'X vers Y. Ils ont décidé cela sur la base de cette constatation, parce que celui-ci a démontré cela. Il s'agit d'une innovation documentaire qui est très importante. Mais ils sont tellement brefs que peut-être, même ici, il s'agit des annotations. Ils sont presque des annotations, même si on les trouve sur un parchemin séparé. La chose intéressante est qu'ils sont les premières décisions des tribunaux communaux en Italie, mais la forme n'est pas copiée par personne. Les autres villes inventent lentement leurs propres formes, qui sont beaucoup plus traditionnelles, et Gênes reste seul dans cet aspect. Et cela serait un argument pour une conscience de la part des Génois d'une espèce de changement, au moins. Mais toutes ces villes se copient l'une les autres systématiquement, mais dans ce cas-ci, non. Troisième chose que j'ai voulu dire, que je crois que cette manque de conscience sur lequel, évidemment, j'ai insisté dans ce livre, est une caractéristique de cette période. Et des périodes antérieures aussi. Et peut-être sous cet aspect-ci, le XIIe siècle est peut-être le dernier siècle de le Moyen-Âge, dans lequel les aspirations sont effectivement aristocratiques. Les choses changent à la fin du siècle. Et la chose qui commence à me préoccuper, c'est qu'il y a un moment que change de pays à pays, de contexte à contexte dans les pays différents, dans lequel on peut dire cette chose nouvelle est bonne parce qu'elle est nouvelle, nouvelle. Normalement, dans le Moyen-Âge et dans le XIIe siècle, Grégoire VII est un exemple. On dit on retourne à une période pristine et très morale, mieux organisée. Nous retournons, nous essayons à retourner. Donc, cet imaginaire est fausse. C'est évident que Grégoire fait des choses nouvelles. Mais il ne dit jamais « je fais cette chose nouvelle et c'est bon parce qu'elle est nouvelle ». Mais dans le XIIIe siècle, on commence à dire ce genre de choses. Faisons un nouvel aménagement de notre ville
parce qu'il sera meilleur. Et la chose que m'intéresse, comment et quand, mais surtout comment et pourquoi les gens commencent à raisonner dans cette manière. Parce que j'ai eu des critiques de la part des Italiens qui font le bas Moyen-Âge, qui disent mais ce genre de raisonnement est normal. Nous changeons ceci et c'est bon que nous le changeons. Et je crois qu'il s'agit d'une périodisation historique qu'on doit on doit étudier. Il y a quelque chose qui change. Et je suis maintenant fasciné par la problématique de ce changement-ci. Tu veux réagir, Pierre ? Non, je trouve que la discussion autour de la rupture et de la novitas est effectivement un élément extrêmement intéressant. Le basculement me paraît être un basculement qui s'opère au cours du XIIe siècle, où effectivement on passe d'une nouveauté qui est une nouveauté qui n'est pas assumée et qui passe par des formes de réforme et de rénovatio à des ruptures qui sont davantage assumées et considérées comme étant positives. Et de ce point de vue-là, ça ouvre effectivement un point de réflexion, des pistes de réflexion tout à fait intéressantes sur ce qui fait aussi la spécificité de cette période chronologique précise de cette fin du XIe, début du XIIe siècle. Pour ce qui concerne les juristes, dans le fond, il y a deux questions. Il y a à la fois la question de la participation, mais je suis d'accord que le décalage chronologique joue de manière extrêmement forte. Il y a la question de la participation des juristes au mouvement communal, et il y a une deuxième question qui est la question qui, moi, m'intéresse beaucoup, qui est celle de la circulation d'un certain nombre de notions ou de mots qui sont en fait employés par les acteurs eux-mêmes sans pour autant que les juristes soient partie prenante de manière extrêmement active de l'action communale. Et d'une façon générale, cette question, elle se pose pour les rapports entre la production du droit d'un côté et le mouvement communal de l'autre, mais elle se pose aussi en ce qui concerne les rapports qu'on pourrait essayer d'établir entre certains témoignages concernant l'expérience des assemblées en contexte grégorien et un vocabulaire qui est un vocabulaire ou un certain nombre de notions qui sont présentes dans la manière de décrire ou de qualifier ces premières formes d'expérience proto-communale. Donc pour ce qui concerne les juristes, je ferai vraiment une différence entre la participation au mouvement communal et ce qui passe de manière quasi par diffusion ou infusion dans un milieu social dans lequel les juristes sont présents et dans lequel les juristes travaillent. Et le cas de Bologne est très intéressant aussi parce qu'il repose la question que je posais tout à l'heure, mais j'en ai posé plein, du choix de la non-participation dans un premier temps au mouvement consulaire. Et j'avais surtout posé la question du côté des grands aristocrates, mais là, on peut aussi la poser du côté de ces juristes qui peuvent refuser pour d'autres raisons, et peut-être en partie parce que leur bagage conceptuel de juriste les faisait être un petit peu moins somnambules que les autres, c'est-à-dire leur montrait peut-être bien ce qui était en train de se passer dans ce mouvement consulaire, leur faisait bien voir que c'était quelque chose d'illégal, et quand même pour un juriste c'est toujours un petit blocage mental de faire quelque chose qui au départ est illégal. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi ça
la non-participation des juristes à Bologne dans un premier temps? Est-ce que ce n'est pas aussi leur formation de juristes qui les bloque? Je crois que c'est possible. C'est la seule chose que je peux dire. Curieusement, même s'ils sont des juristes, ils n'écrivent jamais sur ce problème-ci. C'est seulement que le cadre, et nous parlons de la première génération des juristes polonais. Donc, même ici, il s'agit d'une génération qui passe. Après ça, la commune est normalisée, les juristes y participent, etc. Mais Irenaeus parle des pouvoirs de l'empereur. Les quatre docteurs se trouvent autour de Frédéric Barberousse comme des abeilles autour du miel. C'est-à-dire que leur monde, jusqu'à ce moment-là, est très impérial. Mais je ne suis pas sûr que l'absence de Bulgaros du commune est due à cela et non pas du fait qu'il est un aristocrate moyen. On n'a pas des évidences pour le dire. Mais il y a un élément, il aurait un élément idéologique assez important là. Mais après ça, tout change. Il y a l'exemple du midi de la France serait un exemple très intéressant de cela. Même si je ne suis pas sûr que personne n'a jamais affronté ce problème-ci dans le contexte de la naissance des communes. En partie, mais c'est vrai que... Comme comparaison systématique. Comme comparaison... non, je ne crois pas. On a le même problème qu'en Italie, il y en a des monographies, mais ça. on n'a pas d'études globales qui s'attaquraient à la question de l'origine. Il nous faut notre prix Wickham. Vous deux pourrez bien le faire. Oui, merci à tous les deux. On va engager peut-être la discussion générale. Merci beaucoup, merci à tous les trois, évidemment, pour nous avoir fait, au fond, comprendre plein de choses, mais j'en ramènerai deux. La première, c'est effectivement par contraste ou par opposition, ce que peut être un événement révolutionnaire et en quoi, effectivement, il y a une révélation communale, mais peut-être pas de révolution communale, puisque, comme tu le dis, Pierre, effectivement, la révolution est ce qui synchronise le changement social, sans quoi, effectivement, on ne peut avoir de possibilité de penser ensemble le changement et la conscience. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, en vous écoutant, puisque vous donnez comme contre-exemple à chaque fois la Révolution française, 89 ou 92, mais je ne cessais de penser aux travaux de Timothy Tackett, qui montrent que justement, même les révolutionnaires eux-mêmes, en 89 et en 92 encore, ne savent pas ce qu'ils font et improvisent, et précisément, ce sont aussi des hommes de loi, ceux qui prêtent le serment du jeu de paume, et la plupart sont royalistes, et au fond, ils ont peur de ce qu'ils sont en train d'accomplir. Du point de vue, au fond, de la comparaison, puisque l'ensemble a deux échelles, celle des villes du Midi, celle plus largement à laquelle tu nous invitais, Valérie, disons de l'Europe médiévale et de sa flexure au XIIe siècle, ou en tout cas du moment où il y a des effets de seuil qui permettent de comprendre justement ce que pourrait être, et j'ai beaucoup aimé aussi ce moment-là, un changement à la fois radical et graduel, et que les deux ne sont pas évidemment antinomiques. Il y a quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout et qui est vraiment apparu dans votre discussion, c'est au fond de se poser la question de savoir pourquoi l'histoire communale est municipalisée, l'histoire de l'Italie communale, pourquoi les communes sont différentes. Au fond, soit on y consent, et alors on consente à étudier
une commune ou deux en interaction ou en comparaison, soit on tente de le conjurer, et alors on va pister le personnel itinérant avec la grande enquête menée par Jean-Claude Merviguer aussi sur les podestats, qui était la première quand même tentative de constituer ce que serait une Italie communale, autrement que comme une collection de cas. Mais vous avez donné successivement, et chacun à votre manière, trois réponses. Les communes sont chacune différentes parce qu'il y a une micro-histoire d'une socio-histoire des élites qui à chaque fois est différente et toujours rétive à un modèle général de stratification sociale. Ça, maintenant, on peut considérer que c'est acquis. Mais il y a aussi, je dirais, une forme d'événementialité qui, à chaque fois, est spécifique. Elle n'est que rarement politique. C'est le cas à Rome en 1143. Mais ailleurs, ce sont des affaires, effectivement, de ce que nous appellerons de dissidence religieuse, c'est la pataria, ou des affaires de navires et de cathédrales, c'est Pise. Et donc, d'une certaine manière, cela ressort des catégories que nous disons économiques, sociales, culturelles ou religieuses, assez rarement immédiatement politiques. Mais chaque ville, au fond, a un événement, une série d'événements propres qui les amènent au moment de la bascule, avoir recours à un répertoire d'actions et de formules juridiques et lexicales qui, évidemment, si elles arrivent 50 ans plus tard, est mieux constituée et donc plus directement conscient d'elles-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Mais ce à quoi on ne pense pas d'emblée, et l'allure même de tes livres, qui effectivement... vous l'avez bien dit, Valérie et Pierre, chacun, est à la fois respectueuse justement de cette singularité en ceci qu'elle étudie exhaustivement. C'est ça, effectivement, et qu'il faut dire, c'est la méthode de Chris Wickham, qui est quand même très spectaculaire et qui, effectivement, relève de l'exploit quand on passe du 8e au 11e, 12e siècle, parce que quand même, là, c'est pas la même histoire. Et donc, il faut beaucoup de courage, de méthode et de rigueur pour mener une telle entreprise. Donc, par dossier, d'une certaine manière, c'est la troisième manière effectivement, de comprendre cette spécificité par la socio-histoire, par l'événementialité, mais aussi par la structure documentaire. Parce qu'au total, ce qui peut documenter la conscience qu'ont les acteurs de faire ce qu'ils font, ce ne sont pas les documents, c'est le faciès documentaire. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'allure du paysage documentaire qui, en soi, peut nous permettre, évidemment de manière indiciaire, d'avoir une idée de la conscience, parce que, comme tu le dis, le document fait le monument, et le monument l'événement, la conscience d'une brutalité ou non du changement social.